Vous êtes la bienvenue, hein, vous allez visiter un ouvrage Maginot. Donc on sait que la ligne Maginot part de Menton et va jusqu'à la forêt des Ardennes. Donc elle a été construite avant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'on avait de mauvaises relations avec l'Italie. Et on pensait que les troupes italiennes allaient franchir la vallée de la Tinée et prendre la ville de Nice. Le fort de Frassignat abritait 32 soldats. Les murs font 2,50 m d'épaisseur de blindage sur 14 mètres d'auteur. Il fait 450 mètres carrés de surface. Il y a 12 pièces à visiter. À l'intérieur, il fait 12 degrés. On voit que le fort a une peinture en revêtement de couleur du schiste du secteur, ce qui sert bien sûr à un peu de camouflage. Donc les troupes françaises sont rentrées en septembre 1939 lors de la déclaration de guerre et sont restées à peu près un an jusqu'à fin juin 40. Début juin, les Italiens ont attaqué et ont balancé un obus dont on voit le trou là-haut. Le trou qu'il y a là-haut, et ça a été répercuté sur les murs. Donc vous voyez, ça n'a presque rien fait. C'est la seule attaque qu'il y a eu, puisqu'après le 20 juin, il y a eu l'armistice du maréchal Pétain, et ça a été terminé. Donc le fort a été entretenu par l'armée française jusque dans les années 70, puis après il a été vendu à la commune de Reims-Place. Et en 1995, on a fait une association, les amis de l'ouvrage Maginot de la Frassignat, et avec les jeunes de Saint-Sauveur-sur-Tinée, on l'a remis en état comme il était lors de la Seconde Guerre mondiale. On y a travaillé quand même 15 ans. Donc vous allez le revoir avec l'armement et les pièces équipées comme les soldats l'ont trouvé lorsqu'ils sont rentrés en septembre 1939. Un peu de description, la cheminée que vous voyez là-haut, c'est les gaz d'échappement des moteurs, des groupes électrogènes qui font le courant électrique pour ventiler et éclairer l'ouvrage. Le fossé diamant sert lorsqu'on tire avec le fusil mitrailleur de la cuisine, les douilles tombaient dans le fossé. Donc les soldats n'avaient pas les douilles entre les pieds pendant les tirs. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Rassurez-vous, c'est propre. On ne s'en sert pas. Les toilettes, c'était un système très performant pour l'époque. Je vous rappelle que nous sommes en 1939. Les toilettes, on mettait de la poudre avec de l'eau. Mais il fallait uriner à part dans les pissotières. Or, c'est marqué, il y a une plaque qui le stipule bien là, passer à l'urinoir avant d'utiliser le siège. C'est-à-dire qu'il fallait faire caca, pipi et caca après. Pas les deux mêmes matières. Sur votre gauche, vous avez une pharmacie sommaire. Cette pharmacie servait de premier secours. S'il y avait quelque chose de plus grave, on évacuait les soldats sur une place, tout simplement. Vous vous trouvez ici dans l'usine électrique. L'usine électrique, il y avait 2 soldats. On appelait ça des électromécaniciens. Ces soldats faisaient fonctionner les moteurs jour et nuit. Parce que bien sûr, naturellement, s'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'électricité dans l'ouvrage. Maintenant, on fonctionne avec EDF pour les sécurités, mais vous avez toujours les ampoules qui fonctionnent en 110 volts, puisque de temps en temps, vous en tournez les moteurs. Donc ces moteurs tournent à 750 tours minute, font 21 chevaux de puissance et bouffent toutes les heures 4 litres de gasoil. Le second moteur sert de moteur de secours. Ces moteurs sont refroidis par de l'eau. Il y a un réservoir derrière vous qui contient une cuve 5000 litres d'eau. L'eau va passer dans les moteurs, elle va être réchauffée puisque le moteur tourne. Elle va ensuite faire le circuit suivant, elle va passer dans cet appareil qui va refroidir l'eau et renvoyer ainsi l'eau froide dans la cuve. Un circuit fermé, comme vos voitures. En sachant que, rappelez-vous, les moteurs tournent jour et nuit. Donc il fallait quand même une sacrée maintenance. Au fond, l'atelier technique, il y avait les pièces, bien sûr, de rechange des moteurs et encore une cuve de réserve de 1000 litres de gasoil. Plus sur vos têtes, 2 bidons de cuves qui contiennent 80 litres de gasoil chacune. On voit ici un moteur là-bas peint en jaune, c'est l'extracteur d'air. C'est-à-dire, on va le mettre en route, il va aspirer l'air, cet air qui sent un peu l'humidité et le gasoil, vers l'extérieur de l'ouvrage. Voilà, tout simplement.
Les bouteilles vertes qu'il y a derrière vous, ce n'est pas du gaz propane, c'est de l'air comprimé qui va servir, bien sûr, pour lancer, faire démarrer les moteurs. Hein? Donc actuellement, nous les faisons démarrer à la main avec la manivelle, parce que bon, les bouteilles, il faudrait les faire vérifier, et je ne sais pas si elles sont encore bonnes. Donc, surtout pour éviter qu'il y ait une catastrophe, on fait partir à la main. Alors ici, vous avez des lanternons qui marchaient, c'était des bougies. Donc ça remplace naturellement les blocs de secours de maintenant, quoi. Hein? Vous avez ici devant vous un créneau FM. Ce créneau FM va servir, bien sûr, à tirer dans l'entrée en cas d'intrusion de l'ennemi. On voit que l'armée a mis des plaques partout, vous voyez, avec leur poste de travail. C'est pas nous qui avons mis ça pour le tourisme. Hein. C'était déjà d'époque tout ça. Nous, on n'a fait que rafraîchir les plaques. Alors on va prendre à côté. Un uniforme du 74e bataillon alpin de forteresse qui a son arme à la main, donc une fusil mitrailleur français 24-29. Donc tir coup par coup ou tir par rafale. Là-haut, vous avez des cuves, il y a 4 cuves qui contiennent 12 000 litres d'eau potable qui sont pompées de la source souterraine, qu'on va voir tout à l'heure. Et bien sûr, cette eau servait pour boire, pour les moteurs, pour les pissotières, pour les lavabos et pour les postes d'incendie. Et pour les cuisines. Bien sûr, la source coule bien cette année parce qu'avec les journées de pluie que nous avons eues, elle a été très bien alimentée. Alors, l'eau de la source est pompée, on remplit les cuves qu'il y a là-haut, que vous avez vu, du réservoir d'eau, et on restitue notamment l'eau où les soldats se lavaient. À l'époque, les soldats se lavaient à l'eau froide. Et il n'y avait pas de chaude. C'est le dortoir réfectoire. Première entrée, vous avez une chambre, c'était le local, la chambre des 2 sous-officiers. Les officiers, par privilège du grade, dormaient à part des soldats. Au fond, là-bas, vous avez des lits. Il y a 16 lits pour 32 soldats. Donc, un lit pour 2, comme dans la marine. Les tablettes que vous voyez, c'est où les soldats mangeaient. Pendant les alertes. Sinon, ils mangeaient au local d'accueil, là-bas. Où vous êtes arrivé, le bâtiment que vous avez vu à l'extérieur. Les soldats rangeaient leurs effets sur des étagères, il n'y avait pas de placard en bois. Et là-haut, plus haut, il y a un tuyau percé, c'est le chauffage. Air pulsé chaud. On envoie de l'air chaud dans les forts, notamment en été. En été, pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, il fait 30 degrés, et là, il fait 12. Tandis que l'hiver, 12 degrés, on est bien, puisque à l'extérieur, il y a 0 ou moins 5. Vous avez les armes qu'avaient les soldats, des mousquetons, Berthier. C'est des entreprises civiles qui ont construit sur des plans militaires. Hein. C'est des entreprises du coin qui ont fait ça. On voit naturellement les portes qui ont été fabriquées à Nice, chez Jordan et Frères, à la rue Barbéris. Donc c'était tout du local. Hein. Là, vous arrivez devant la soute à munitions. La soute à munitions, on stockait les obus de 47 mm qui allaient servir au canon anti-char, qu'on va voir après. Vous voyez le soldat en tenue d'époque qui a un obus dans les mains du type 47 mm pour canon anti-char. Nous, on a mis un peu de tout parce qu'on nous a donné quelques munitions inertes. On a un peu tout entreposé là, voilà. À côté, vous allez voir un autre local où il y a le standard téléphonique et le poste de commandement. Le standard téléphonique servait à téléphoner dans toutes les pièces du fort et dans les ouvrages extérieurs, notamment aux gros ouvrages de remplace. Bien sûr, à l'époque, on ne téléphonait pas à la maison. Hein. Et à côté, vous avez le bureau, le poste de commandement où les officiers avaient leur local et œuvraient et donnaient les ordres pour les tirs du canon. Sur le coffre-fort, vous allez voir, il y a des périscopes. Les périscopes étaient utilisés sur la cloche GFM, qu'on va voir après, où vous avez vu le drapeau français qui flotte en ce moment. Donc à l'époque, il y avait les périscopes. Mais les périscopes, si on le met là-haut, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il faut monter une échelle de 14 mètres d'auteur. Donc voilà.
Alors là, on est dans la pièce principale du fort. Donc ça s'appelle la casemate active parce que c'est la pièce qui est la plus renforcée et qui est la première à être en visu des Italiens qui descendaient de la vallée de la Tinée vers Nice. Donc ici, vous avez le canon de 47 mm. Donc c'est un canon anti-char. Il perce un blindage de 6 cm à 1 km. Donc ce canon a été remplacé par les deux jumelages. Vous avez deux jumelages Rebelle ici. Donc c'est des espèces de jumelles qui peuvent tirer en même temps. Donc une des jumelles était retirée de son socle et la partie blanche du canon était encastrée dans la partie grise de la jumelle qui permettait donc que le canon puisse tirer en face dans le virage si des chars italiens ou des soldats italiens descendaient sur Nice. Voilà. Là vous avez un lance-grenade, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc il est dérouillé par ici, il prenait la grenade, il la dégoupillait. Mais vu que cette partie-là était toujours tenue par la grenade, ça ne pouvait pas exploser, puisque c'est cette partie, la partie principale de la grenade, c'est celle-là. Elle était mise à l'intérieur, et en fait la grenade, vu qu'elle était toujours compressée, il refermait, et elle pouvait rester tant de temps qu'il voulait. Et quand il voulait la lâcher, ils avaient juste à faire ça, et elle tombait en dessous. Et même si la grenade explosait à l'intérieur, vu que ceci est en bronze, ça faisait juste un gros éclatement. Ça s'ouvrait en plusieurs parties, mais ça n'explosait pas dans toute la pièce. Voilà. Donc là, vous avez les chargeurs camembert. Donc ces chargeurs, c'est ce qui est sur ces jumelles-là. Donc on a une jumelle, ça s'appelle un jumelage Rebelle, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on vise et en même temps on a deux mitrailleuses ici. Donc on peut tourner comme ça et il montait ou il descendait et il permettait de tirer en face, en plus du canon. Et là-bas, vous avez encore une mitrailleuse, c'est un fusil mitrailleur 24-29 qui servait à casser l'angle, vu que les deux mitrailleuses, elles ne pouvaient pas voir devant. Donc cette mitrailleuse-là permettait de tirer devant les deux jumelages. Et là, c'est tout des casiers de munitions où il rangeait toutes les munitions. Voilà. Ici, on a la cuisine. Donc c'est la pièce où vous faisait à manger. Donc ça, c'était la cuisinière que vous avez ici. Là, il y a la vieille cocotte minute de l'époque. Ici, c'est par l'entrée du charbon. Donc on montrera après le stockage du charbon. Il faisait bouillir l'eau ici. Et là, il faisait toute la nourriture. Là, vous avez les menus qu'ils avaient pour la semaine et pour les jours de fête. Donc Noël, Pâques, etc. Là, vous avez plusieurs ustensiles. La cafetière pour hacher la viande, pour le café, un peu de tout. Le cuisinier avait la possibilité de tirer directement à l'entrée du fort. Donc il avait la trémie-tir juste devant l'entrée du fort. Et vous avez encore un lance-grenade ici qui permettait de lancer une grenade dans le fossé diamant. Donc en fait, si les soldats passaient par en bas, ils pouvaient jeter directement une grenade. Et la grenade tombait directement en bas s'il y avait un soldat. Voilà. Et en haut, il y a un poste radio. Ouais. Entrer véritablement dans la pièce des filtres, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure sur le questionnement. Donc le fort était équipé de deux filtres à charbon qui sont ici. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la superficie du fort et les 400 mètres carrés, on est dans un petit ouvrage, donc deux filtres à charbon. Vous allez sur le fort de Reims-Place ou sur d'autres forts, notamment sur Sospel, vous avez des pièces entières dédiées à la filtration. Donc système de tuyauterie, on récupérait l'air gazé. Première étape, le soldat mettait son masque à gaz. Deuxième étape, on filtrait par les filtres à charbon. On renvoie dans le fort de l'air pur. Pareillement, quand on a besoin tout simplement de renouveler un petit peu l'air du fort quand les soldats étaient à l'intérieur, eh ben, on faisait fonctionner ce système de filtration. Et vous avez les deux manettes qui permettent de ventiler air pur ou air gazé qui sont juste sur votre gauche derrière la grille. Donc qui fonctionnent aussi parfaitement avec le système de courroie qui est devant vous. Donc ce dispositif-là aujourd'hui marche encore. On peut le faire fonctionner à partir du moment où les deux moteurs de type SMIM que l'on a vu à l'entrée sont en service. On a la cloche GFM, donc ça veut dire guetteur, fusil, mitrailleur. Parce qu'en haut, en fait, c'est une espèce de cloche où il y avait 3 soldats à l'intérieur. Un qui guettait dans chaque trémie de tir, un avec une mitrailleuse qui permettait de tirer, et le troisième qui était en bas avec un ventilateur pour refroidir les douilles qui tombaient de la mitrailleuse.
Donc vu que c'est très haut, on a placé des caméras de surveillance dans chaque trémie de tir sur une télé pour vous montrer en temps direct ce que les soldats pourraient voir à l'époque. Voilà. Donc là on avait la salle des vivres avant, donc ils stockaient toute la nourriture. Mais nous on en a fait un petit musée d'armes. Donc à la gauche vous avez que des fusils italiens, des fusils Carcano. À votre droite que des fusils allemands, ce sont des Mauser. Devant vous avez une MG13 et une MG34 allemande, un bazooka anti-recul américain, 2 MP40 pistolets mitrailleurs allemands, 3 Sten anglaises et un Mauser avec le lance-grenade qui est fixé au bout du canon. Ivano chissà dove si è fermato, devo parlare con qualcuno. Mi manca chi? Daniele? No. Ivano! Mi manca chi? Ivano! Ivano? Attends, il arrive après, il faut... Non mais ça s'enlève sur le fond. Vas-y, tu peux tourner. Ouais, mais il faut me le dire. Hein. Si. Plus vite. Oh, plus vite, hein. Encore. Allez, on là. Cette fois, nous sommes au hameau des Tourès, dans le Val d'Entrone, à 1860 mètres d'altitude. Et nous allons faire la transhumance avec le troupeau d'Arnaud Champoussin. Il y a 1 millier de moutons à amener de Châteauneuf-d'Entrone, au-dessus de Guillaume dans le Val d'Entrone, jusqu'à la vallée de l'Estéron, en passant par le col de Féline au-dessus d'Entrone. C'est un des rares bergers qui fait encore la transhumance à pied, la plupart la font en camion. C'est pour cela que nous le suivons. Les 7 premiers kilomètres se font sur un chemin départemental qui ressemble plutôt à une piste et qui est assez vertigineuse comme vous pouvez le voir. C'est le chemin qui le sépare du hameau des Tours de Châteauneuf-d'Entrone. Au loin, on aperçoit Châteauneuf-d'Entrone sur le plateau. Mais avant d'arriver à Châteauneuf, le chemin passe par des marnes qui s'effritent. Et là, le berger doit bien surveiller ses moutons pour ne pas qu'ils tombent dans le ravin. Vision assez spectaculaire que ce troupeau passant au bord du précipice.
même quelques moutons téméraires qui tentent d'aller brouter dans la pente. Rassurez-vous, ça se passe très bien à chaque fois. Ce passage dure à peu près 3 km. Et après, ils arrivent à Châteauneuf-d'Antin. Voici notre troupeau qui arrive donc au village de Châteauneuf et qui amorce la descente vers Guillaume. Après une bonne nuit de sommeil à Guillaume, nos moutons et leurs bergers sont repartis dans un endroit tout aussi spectaculaire qui est le pont de la Marie. Ce pont se trouve dans la vallée du Var, non loin de Guillaume, dans les gorges de Dalis. Pourquoi s'appelle-t-il comme ça ? Marie-Louise Pion, qui était parisienne et n'avait que 22 ans, le soir du 30 juillet 1927, en balade avec son époux à Guillaume, chute depuis ce pont. Accident ou acte volontaire, on ne sait pas. Et depuis donc, il s'appelle le pont de la Marie. En attendant, nos moutons et nos bergers passent dessus pour faire leur transhumance, ce qui nous donne des images assez spectaculaires. C'est aussi un site de saut à l'élastique. Je vous laisse apprécier le spectacle de ce troupeau traversant ce magnifique les gorges de Dalis, qui est un site très touristique et très visité. Le troupeau qui va donc traverser ces magnifiques gorges rouges avec de nombreux tunnels qui avaient été creusés pour faire passer un tramway à l'époque. Le lendemain, ils traversaient le magnifique village d'Entrevaux juste avant d'attaquer la montée vers la vallée de l'Estéron, le but final de leur voyage.